La première, podcast. La première, 11h midi le samedi, bientôt à table. avec Sophie Mouns. Bonjour à tous et les bienvenus parmi nous pour cette nouvelle heure dédiée à la gourmandise. Bientôt à table à l'heure estivale, tout cet été de 11h à midi, avec le plein de gourmandise. Calimera, Carlo. Calimera. Ça va? Oui, Alors ça vous va rentrez bien. de Crète, ça s'est bien passé? Oui, c'était bien, c'était chaud. Oh, c'était chaud. C'était Alors chaud. ce matin, vous l'aurez compris les amis, nous partons sous le soleil de la Grèce. Ah, la Grèce, ses îles, les Cyclades, ses villes historiques, ses plages, ses pêcheurs, sa culture et évidemment sa cuisine. Une gastronomie simple, généreuse, qui fleure bon la mer, le terroir et l'amour aussi que ses habitants lui portent. Pour nous accompagner ce matin, Carlo, un très très grand chef, sans doute le plus grand ambassadeur de cette cuisine grecque authentique, à milieu des moussaka et autres feuilles de vigne qu'on nous sert habituellement. Je vous laisse nous le présenter. Alors, c'est Constantin Erinkoglou du restaurant Notos. Nous sommes en région bruxelloise. Et Constantin, ça fait plus de 20 ans que ce sociologue de formation nous enchante avec sa cuisine gréco-byzantine, parce qu'il va en même temps du côté de l'Orient et du Ça côté bouge. de la mer, en passant par la terre du Péloponnèse. Ça, c'est un peu les horizons de Constantin. Calimera, Constantin. Bienvenue parmi nous. On va déguster une foule de bonnes choses que vous nous avez apportées ce matin, dont une magnifique feta. Oui, la feta, c'est le fromage emblématique. On parlera évidemment des fromages avec notre spécialiste Julien Hazard. Ça va, Julien? Très bien, Sophie. Alors, bonjour. il n'y a pas que la feta aussi en Grèce, bien entendu. Non, ils ont beaucoup de fromage. 21 AOP en Grèce. On découvrira tout cela. Et puis, incontournable aussi lorsque l'on évoque la Grèce, Christos Doulkeridis, député bruxellois, mais pas que. Vous êtes aussi grec et avez décidé de commettre un ouvrage à sortir bientôt dédié à la cuisine grecque de votre mère. Bonjour Constantin. Bon, alors, Christos. Bonjour, bonjour Christos. tout le monde. Voilà, vous viendrez nous parler aussi de cette cuisine qui a bercé votre enfance et à milieu de l'image qu'on s'en fait, bien évidemment. Rien que du très très bon jusque midi, les amis. Vous nous envoyez vos questions via le site lapremière.be, via notre page Facebook ou via notre courriel bientôt à table en un mot sans accent @rtbf.be. Bientôt à table sur la première. Allez Carlo, focus ce matin sur un produit emblématique de cette culture grecque, l'huile d'olive. Mais l'huile d'olive, d'abord on va essayer de la comprendre. Mais l'huile d'olive, effectivement, produit phare de la Méditerranée. Alors, l'huile, il y a une auteure que j'aime beaucoup qui s'appelle Madeleine Toussaint-Sama, qui a écrit il y a au moins 30 ans un bouquin d'histoire naturelle et morale de la nourriture. Et le chapitre sur l'huile d'olive était ainsi intitulé « L'huile est d'olive ». C'est-à-dire que l'huile d'olive serait un peu le précurseur de toutes les huiles végétales que nous, j'ai envie de dire, nous buvons, mais surtout que nous mangeons dans la Méditerranée. Alors, le problème, tout de suite, on rentre dans le technique et on se demande, oui, mais quelle huile? Alors, la législation dans ce domaine, elle est européenne et il y a 4 grandes catégories. L'huile d'olive vierge extra. Ça c'est le top, c'est ça? Oui, ça devrait être, oui, c'est le top, mais le problème, c'est le début pour moi, c'est le début de l'acceptable. Et effectivement, en dessous, rien ne m'intéresse, mais il y a des huiles d'olive vierge extra, malheureusement, qui ne sont pas toujours extraordinaires. Mais quand même, du point de vue légal, il faut que cette huile soit obtenue par des procédés mécaniques, donc pas de chimie, et l'acidité, on parlera de l'acidité, doit être inférieure à 0,8%. Et toutes les huiles d'olive vierge extra commercialisées en Europe doivent être validées par une dégustation. Alors, il y a l'huile d'olive vierge tout court, sauf qu'elle n'est pas donc de qualité supérieure et elle doit être aussi dégustée par un panel, mais son acidité peut monter à 2%. Alors, les huiles d'olive vierges qui ont des acidités plus élevées ou qui ont une qualité organoleptique inférieure ne sont pas consommables en tant que telles et doivent donc être raffinées. C'est là qu'on arrive à la 3e catégorie, l'huile d'olive composée d'huile raffinée et d'huile vierge, c'est-à-dire celle qu'on appelle l'huile d'olive ordinaire. Quand vous voyez huile d'olive tout court sur une bouteille, c'est ça. C'est un mélange entre de l'huile vierge et de l'huile raffinée et c'est pour ça que ça n'a pas beaucoup de goût. 4e catégorie, l'huile de grignon d'olive. Quand vous avez pressé et trituré les olives, qu'est-ce qui reste? Une espèce de pâte. Pour en extraire encore de l'huile, il y a un procédé chimique et donc ça donne une huile qui n'est pas immangeable mais qui est pratiquement sans intérêt, mais ça doit être absolument mentionné. Alors, l'huile d'olive, je viens d'en parler, d'acidité de l'huile d'olive, mais qu'est-ce que c'est que cette acidité? Vous ne la goûtez pas. L'acidité de l'huile d'olive, c'est pas quelque chose que vous sentez en bouche. Vous allez sentir l'amertume, le brûlant, vous allez sentir le côté herbacé, vous allez sentir plein de choses, mais pas l'acidité. Mais en revanche, cette acidité, c'est ce qu'on appelle un marqueur, c'est un indicateur, c'est quelque chose qui va vous dire
qu'on a bien travaillé ou moins bien, ou que les olives étaient de moins bonne qualité. Tout ce qui affecte la qualité finale du produit, c'est-à-dire son piquant, une mauvaise odeur, une agressivité extrême, tout ce genre de choses va se traduire forcément par des huiles avec des acidités élevées. Donc quand l'acidité est basse, vous savez que les fruits sont bons et que le travail est bon. Et il faut dire une chose, c'est que on se plaint toujours que tout fout le camp et que tout est moins bon qu'avant, que c'était meilleur et tout ça. Mais on n'a jamais eu, dans tout le bassin méditerranéen, au niveau des huiles d'olive, des acidités aussi basses qu'aujourd'hui. Alors, au niveau de l'étiquetage, il doit marquer huile extra vierge, donc. Extra vierge, vierge, mélangée, grignon, tout ça. Mais après, il y a toute la problématique des origines. C'est-à-dire que dans une bouteille, il peut y avoir des huiles de différentes origines, comme les miels en fait. C'est tout à fait autorisé, mais simplement. Donc vous pouvez avoir une huile d'olive vierge extra, mais mélangée, obtenue à partir d'un mélange, et alors souvent de différentes huiles d'olive de différents pays de l'Union européenne. Et maintenant, cette mention est tout à fait obligatoire. Et donc, par exemple, Carapelli et compagnie, Bertolli, etc. C'est italien. Bah oui, c'est italien, sauf que... Enfin... Oui, attendez. Oh non. Ça vient... Attendez. Ah oui, mais il l'indique. C'est très bien indiqué. Il va l'avouer enfin. Je ne l'avoue pas, je le dis, je le proclame. Mais quoi, il y a marqué quoi sur l'étiquette ? Je l'ai déjà proclamé dans plusieurs médias. Il y a marqué sur la Carapelli ordinaire ou la Bertolli ordinaire, pas l'ordinaire, l'extra vierge. Ouais. Huile en provenance de divers pays de l'Union européenne. C'est marqué zut, alors moi, là, il y a un mythe, c'est foutu. Là. Mais il ne triche pas, parce que c'est marqué, tout à fait indiqué. Alors c'est un peu ton sur ton, hein, mais voilà. C'est comme le jambon à Host. Non, le jambon c'est différent. Là, on entraîne. Oh, on va pas en parler aujourd'hui. On aura déjà taillé assez de costards. C'est ça. Alors, en revanche, est-ce que on peut mettre une mention d'une origine, d'une sous-origine ? Alors, si vous faites une mention, par exemple, si c'est une huile 100% italienne, 100% Grèce, vous pouvez le mettre en dehors de toute AOP. Vous pouvez le faire, puisque vous garantissez, et évidemment, si vous le faites, si vous fraudez, c'est une fraude très très grave. En revanche, vous ne pouvez pas faire de mention d'origine régionale en dehors d'une AOP. D'accord ? Vous pouvez pas mettre huile de Toscane si vous n'avez pas l'AOP Toscane ou une éventuelle IGP Toscane. Très très vite, AOP, Beau de Provence par exemple, huile d'olive de Nyons, Corse, Monti Blei en Sicile, huile de Kalamata en Grèce, IGP, Sicile, il y a une nouvelle IGP depuis un an, et il y a une IGP Crète. Bon, on termine avec le bio. Le bio, c'est forcément de l'extra vierge, mais c'est pas forcément une AOP, d'accord ? Donc vous pouvez avoir une huile d'olive extra vierge bio sans AOP, extra vierge avec une AOP sans être bio, etc. Donc apprenez à lire les étiquettes. Les étiquettes, voilà. Oui. Et Constantin voulait dire quelque chose. Alors on va justement faire réagir Constantin. Constantin, l'huile grecque, on va quand même vous laisser nous les faire découvrir. On dit d'ailleurs que des Grecs qu'il vendra plus facilement sa maison que son champ d'olivier. Il y a vraiment quelque chose de très très fort entre l'homme et l'olivier, cet arbre mythique chez vous. Vous rendez compte, si vous dites, il y a... Lorsque la Grèce a fait rentrer dans la Commission européenne, on a dû finalement payer les Grecs, les agriculteurs, pour arracher des oliviers. Bref, ça c'est une parenthèse. Mais avant, pour parler un peu de l'huile d'olive et surtout de l'acidité, avant que je commence le restaurant, je me suis occupé finalement de l'huile d'olive. Et à l'époque, j'avais dédié ma société comme olive, porteur de vie. C'est d'ailleurs l'huile d'olive qui vous a fait rentrer dans l'univers de la cuisine, Constantin Rincoglou. Alors, Carlo dit finalement que l'acidité, l'huile extra vierge, c'est en dessous de 1%. Mais on peut avoir des huiles extraordinaires, même au-dessus finalement de 1. On ne va pas rentrer dans des détails trop techniques. Moi, ce qui m'intéresse, Constantin, quel est le profil, quels sont les profils de ces huiles grecques ? Est-ce qu'elles sont plutôt vers du piquant, vers de la douceur, comme pourraient l'être les huiles, par exemple, des Beaux de Provence, qui sont très très douces, par exemple ? C'est quoi leur typicité ? Une huile d'olive. Vous avez tout. On a tout, vous avez tout. Une huile d'olive avec des olives vertes, n'est-ce pas ? On appelle ça arureleo. Donc, elles ne sont pas encore mûres. Là, vous avez finalement, elle est fraîche, elle est ardente, elle a du piquant. D'accord. Plus l'olive mûrit sur l'arbre, elle devient l'huile que vous allez obtenir et d'une douceur incroyable. D'accord. Voilà. On a reçu une petite réaction cette semaine de Nikos qui nous parle du terroir de Kalamata qui est unique. Il dit, effectivement, on y cultive la calamone qui est une petite huile, une petite olive que l'on conserve dans un mélange d'eau vinaigrée et salée. Et puis aussi la koroneiki qui est un peu plus petite et qui donne la fameuse huile extra vierge. Et ce sont des fruits récoltés à la main et qui sont ensuite transportés dans les huileries de la région. Ça donne envie de déguster tout ça. La Kalamata, c'est le Péloponnèse. C'est vrai que c'est
d'abord l'olive, si on veut déguster, ce sont les olives qui sont un peu oblongues comme ça, un peu très brunes, avec une couleur assez brillante. Elles sont délicieuses, elles sont merveilleuses et elles sont connues depuis toujours. Je veux dire, quand on regarde les livres d'Antiquité, on fait référence à ces olives et pour leur qualité. Alors, elles donnent aussi une très très bonne huile. La Colonnade, c'est une autre variété. Alors, il se fait que mes parents vivent à Rhodes maintenant et eux ont quelques champs d'oliviers et c'est la Colonnade. Et c'est vrai que c'est considéré comme dans la région, en tout cas pour la ouais. région, comme une des meilleures. Il y a une magie, alors. Pour ceux qui ont l'occasion d'aller en Grèce, pas pendant la période d'été, mais juste un tout petit peu après, dommage, là, au moment de la cueillette. Matin, je sais bien, mais à un moment donné, il faut découvrir. Moi, c'est un truc que je voudrais vraiment réussir avec la Grèce, de leur faire comprendre qu'il n'y a pas que le bleu de la Grèce, il y a aussi le vert de la Grèce. Et la Grèce, l'hiver, c'est magnifique. Il faut vraiment essayer d'y aller hors saison. Et là, si vous arrivez au moment de la cueillette des olives et au moment de l'extraction, moi, je l'ai vécu une fois dans ma vie. C'était en novembre. Et puis, vous arrivez là, dans cet endroit où tous les villageois viennent avec leurs olives cueillies fraîchement pour faire l'extraction. Et il y a une magie, il y a un moment qui est exceptionnel, c'est quand l'huile sort, elle est là vraiment toute fraîche, enfin je veux dire, elle vient de sortir, elle a une amertume particulière. Et puis, ils font, sur les noyaux, là, ils récupèrent et ils font un petit feu. Et ils mettent un tout petit peu de pain là-dessus. Et quand vous goûtez l'huile sur ce pain brûlé comme ça, mais je vous assure, il y a rien de plus impressionnant. C'est quelque chose d'une simplicité et d'une émotion exceptionnelle. Je souhaite à tout le monde de pouvoir vivre cette expérience une fois dans leur vie. Vous avez testé, Carlo ? Non. Non, enfin, retournez en Crète, alors. Non, mais c'est partout. Alors, c'est mieux d'aller effectivement en Crète ou à Rhodes, et c'est pas la bonne saison l'été. Surtout, c'est pas la bonne saison. Ouais, l'olive, c'est novembre, décembre. Bien sûr. J'irai plus loin. Constantin. On obtient une huile, la larme de l'olivier, de l'olive, c'est un médicament. Là, c'est une extraction à 100% pure. Et vous buvez ça, c'est autre chose. Mais le contraste entre cette simplicité, entre ce moment qui, voilà, et l'émotion que ça procure, voilà, il y a une magie là, ça ne se décrit pas, mais il faut on la sent de vivre. l'émotion dans ce que vous dites, et dans vos yeux, on voit quelque chose de briller quand on évoque l'huile d'olive, qui est incontournable dans cette cuisine grecque. Elle est omniprésente dans tous les plats, Constantin Rinkoglou. Vous, l'huile d'olive, vous la mettez partout, c'est pas compliqué. Je fais une consommation de 1,5 tonne par an. Par an ? Par an. Ah oui, d'accord. Voilà, Voilà. D'accord. Mais je crois que les Grecs sont eux-mêmes à plus de 15 litres par an. Non, voilà. Il y a 20 ans, quand j'ai lu des statistiques, c'est énorme. 24 litres d'huile d'olive par tête d'habitant chez les Grecs, 9 en Italie, 13 en Espagne, et 0,... Oui, mais France. Par contre, il y a moins de crème fraîche, il y a moins de beurre utilisé. Mais voilà. Mais en même temps, c'est une matière grasse très saine. Hein, oui, donc effectivement, et c'est vrai qu'on la cuisine, mais aussi on l'utilise aussi à froid, donc évidemment dans les salades, mais aussi dans les plats chauds. Et donc c'est vraiment quelque chose qui apporte... Essentiellement, on cuisine avec. Voilà, mais c'est essentiel. Mais il faut pas la brûler. Bien sûr. Donc à partir du moment où ça commence à fumer, il faut voilà. Vous pouvez tout frire, tout cuisiner avec cette huile d'olive. Voilà, mais il faut la respecter. Les amis, soyez les bienvenus à notre table du samedi en mode estival. Petite pause musique avec Julien Doré, Coco Caline, et juste après, nous partirons à la découverte de la vraie cuisine grecque, hein, Carlo, la vraie, l'authentique. Voilà. Les vrais. Bientôt à table. 40 degrés à l'ombre, restons gourmands. Vous écoutez La Première, bientôt à table, émission tout entière dédiée à la cuisine grecque avec nos ambassadeurs du jour, Constantin Rinkoglou du restaurant Notos, table incontournable en région bruxelloise, et Christos Doulkeridis, député bruxellois, mais surtout grec dans l'âme, dans le cœur, et futur auteur d'une future bible de la cuisine grecque à sortir très bientôt. Belge et grec, sinon tu vas avoir des ennuis après. Julien Hazard, notre fromager affineur, vous êtes venu là ce matin avec une feta. C'est vraiment le fromage le plus produit en Grèce. Et de quoi est-ce qu'on parle finalement quand on évoque la feta ? Voilà, la feta, il faut savoir, il produit 120 000 tonnes de feta par an. Ouais. Donc au total, 190 000 tonnes de fromage en général. Donc c'est vraiment la plus grosse, la majorité des fromages qui sont produits, c'est de la feta. Et on mange jusqu'à 10,5 kilos par an de feta par habitant. Il faut savoir que 90% de la feta produite en Grèce
et pour le marché local de la Grèce. Ouais. Donc c'est vraiment le fromage emblématique de la Grèce. On en produit dans toute la Grèce. Idéalement, c'est dans les régions montagneuses. On aura des laits qui sont plus riches. Tu sais que la feta, ça vient de feta. Tranche en italien. Hein, donc on a quand même repris quelque chose d'italien. Donc c'est un fromage blanc en saumure. Donc je vais pas aller dans la technique de fabrication. Chèvre, vache, c'est une question qu'on peut se poser. Normalement, c'est brebis et chèvre. D'accord. En tout cas pour la Grèce, et avec maximum 30% de lait de chèvre sur la totalité du lait. Pas que pour la Grèce, puisqu'il n'y a que la Grèce qui peut Absolument. la produire et qui peut utiliser le nom feta. Donc ça n'a pas été toujours le cas. Ça n'a pas toujours été le cas. Parce que l'AOP protège le mot. Et c'est vraiment une différence, parce que les Italiens n'ont pas obtenu la même chose avec mozzarella. Ils n'ont obtenu la protection que pour mozzarella di bufala campana, DOP, ou pour fior di latte récemment. Mais en revanche, feta, le mot est protégé. Alors pour ce qui est de la feta, on est sur un fromage au lait cru, c'est ça, Julien Hazard, ou pas forcément? Non, pas forcément. Donc on a les meilleures qualités sont des fetas avec du lait cru, mais la plus grosse majorité des fetas sont des fetas qui sont produites toute l'année. Celle que j'ai amenée ici, c'est une feta traditionnelle, donc elle est produite uniquement entre janvier et mai, juin. Donnez-moi votre couteau, j'ai testé ça là. Donc entre mai et juin, quand il y a une lactation naturelle des brebis et des chèvres. Et donc historiquement, on faisait ce produit-là, la feta, entre janvier et mai, et on faisait un fromage en saumure, donc avec une texture très dure, un caillé très sec, qu'on mettait en saumure. Il faudra, pour la produire, on fait des blocs de 1 à 2 kilos, qu'on va conserver après dans des tonneaux de 20 à 50 kilos. On va bien presser ça, et puis on va mettre de la saumure entre 3 et 8% de sel. Et ça, on va faire pendant 10 à 15 jours à température ambiante, et puis une deuxième maturation, affinage, qui va durer au moins 2 mois, entre 2 et 4 degrés. D'accord. Donc ça, c'est important. La feta, c'est vraiment un produit qui est aussi affiné. Il y a un travail dessus. D'abord une première maturation, puis une deuxième maturation. Des vrais fetas traditionnels en tonneaux, produits entre janvier et mai, ça a un goût, une texture tout à fait différente qu'une feta industrielle qu'on va pouvoir produire toute l'année avec du lait pasteurisé. D'accord, c'est ça qui fait la différence. Moi, j'ai acheté très récemment dans un supermarché, vous savez, ces fetas vendus dans des espèces de Tupperware, là, et c'est vrai qu'on n'a certainement pas la texture de cette feta-là. Elle est très souple. Elle est pire, non? Elle est magnifique. Alors moi, mais là, on voit le gras, n'est-ce pas? On voit le brebis. Alors, oui. Vous sentez le grain, vous, Constantin? Vous, la feta, comment est-ce qu'on pourrait la présenter à la nous, au nord, c'est bon. Hein, quand je parle nord, c'est la Macédoine et Thrace. C'est quasiment 90% du lait de chèvre. Donc, elle est plus dure. Plus dure. Elle est plus parfumée. Ah, donc c'est meilleur pour vous. Oui, parce que c'est aussi une question d'origine. Juste une question pour nos deux amis grecs. J'adore cette association feta huile d'olive. Je crois que je pourrais avaler une cuillère d'huile d'olive avec un morceau de feta dedans. Je peux ou pas? Bravo. Mais absolument. Moi je parlais tout à l'heure du moment de l'extraction, mais si on veut vivre une magie qu'on peut faire n'importe quand, c'est effectivement uniquement la feta. Avec un bon filet d'huile. Moi, je la préfère amère, alors dans ce cas-là. Un petit filet de poivre, et puis, comme ça, avec un peu de pain, de bon pain, un peu d'origan, de là. Et ça, c'est merveilleux, merveilleux. Constantin, vous, la feta, vous la cuisinez comment? Comment est-ce que vous la présentez dans cette cuisine grecque authentique? Je la fais venir certaines de Grèce, quand je peux. Et je cherche finalement la meilleure. Mais dans tes plats, Dans les plats. Dans les plats. Oui. Je la travaille plus. Jamais je la donne comme ça. Ah d'accord. Donc par exemple. Si, uniquement lorsqu'on veut prendre un petit mezze, n'est-ce pas, avec l'ouzo. Oui. Un peu de feta, un peu de tomate, oui. D'accord. Et sinon, comment est-ce qu'on pourrait la préparer? Prenons le feuilleté. Le fameux feuilleté. J'évite d'appeler le mot pita, bien que c'est vraiment le terme original. Mais si je dis pita ici, on confond avec la pita hilo. Donc c'est le petit feuilleté à la pâte philo, c'est ça? Pas de philo. Soit on le fait de manière, on le fait soi-même, les pâtes. Et puis là, vous la mélangez. Plusieurs fromages. Feta, brebis, casseri ou fromage à pâte dure. Et vous avez quelque chose d'extérieur. Donc vous faites un petit mélange. Un mélange. Et le mélange avec les épinards. Voilà. Alors, avec les herbes. Moi, je vais faire un cadeau. Oui. C'est-à-dire, Christos. Je vais vous donner la recette de ma mère, celle que je fais pour mes enfants, de petits feuilletés à la feta et aux épinards. On va mettre la recette sur le site. On va la mettre sur le site. C'est facile à faire et c'est vrai que quand je vois mon petit là, c'est vraiment un des premiers trucs qu'il mangeait vraiment goulûment, très facilement, c'est ces petits feuilletés
avec la pâte philo, effectivement, un peu de feta, un peu d'épinards, c'est vraiment délicieux. C'est bien équilibré et c'est une des façons de la consommer. Moi, je l'ai fait en triangle. En carré ou en triangle. Je préfère la faire en triangle, c'est plus facile à manger. Tu la prends comme ça, voilà. Mais il y a deux façons de le faire, soit au four, soit finalement à la poêle. Non, moi je la fais au four. Voilà. Ah d'accord, et vous mettez quoi, un petit peu d'huile au-dessus ou pas? Un peu d'huile sur les feuilles, c'est-à-dire que j'étale les feuilles, j'en prends 2 ou 3, et puis je les huile, et puis j'ai préparé ma farce avec... donc vous faites une superposition de pâte philo, hein, moi j'en fais 2 ou 3. Sinon t'as du mal de les plier. D'accord. Et puis je prends donc des larges bandes, elles sont vendues ici, il y a moyen d'en acheter en Belgique. Et puis je fais des larges bandes, je découpe en petites lanières assez longues d'une dizaine de centimètres, 10-12 centimètres, et puis je mets une bonne cuillère à soupe de farce avec de la feta que j'ai mélangé avec un peu d'huile d'olive et un œuf. Et puis les épinards que j'ai préparés aussi, vous aurez la recette. Et puis il y a un petit, Carlo est en train de faire le dessin. On dessine un premier triangle et puis on remonte la bande en faisant des triangles jusqu'à arriver au-dessus. Et puis c'est fini. D'accord. Et vous mettez ça au four. Voilà. On mettra une petite vidéo, un petit tutoriel. Le petit dessin et de je l'ai quelque part. J'ai la vidéo quelque part. Voilà, donc cette feta, juste Julien Hazard, notre fromager affineur, vous vouliez rajouter un petit info? Je crois quand même que c'est important de dire que la feta, c'est bien de la rincer avant consommation. D'accord. Comme c'est un fromage qui est conservé en saumure, ça contient beaucoup de sel, en tout cas pas à l'intérieur, mais autour. Et si on sort juste du paquet et qu'on mange comme ça, beaucoup de gens disent « Oh, c'est assez salé ». Juste filet d'eau claire, froide, et puis avec un essuie-tout essuyé, c'est beaucoup mieux. Et un petit conseil pratique aussi, comment la conserver. C'est-à-dire qu'au bout de quelques jours, si vous la sortez de son... La saumure. Oui, elle sèche et puis elle prend une... Puis rance. Voilà. Dans ce cas-là, il faut la mettre dans du lait. Et ça devient beaucoup plus... Oui. Et nous, on fait comme nous, on achète des gros tonneaux de 25 à 30 kilos. On le remet dans le bidon. On le remet dans le bidon, mais... Dans la saumure. Mais il faut rajouter, donc je dois faire de la saumure moi-même pour rajouter dans le tonneau et on met un peu de saumure au client. Mais Julien, j'ai quand même envie de vous poser une question parce qu'on n'aura pas tous l'occasion de trouver des fetas artisanales. Si on achète des fetas en supermarché, est-ce qu'il y a des fetas qui ont quand même un petit peu de gueule ou quand même bof? Si, mais si vous trouvez une bonne feta AOP, vous voyez feta AOP la Dodoni est très bien. Celle d'Épire, la Dodoni est très très bien. Et l'avantage, c'est que quand vous l'achetez en barquette, ils vendent des barquettes d'environ 1 kilo. Il y a un peu de saumure aussi. Il y a la saumure à l'intérieur et puis franchement, vous pouvez remettre le petit morceau que vous n'avez pas utilisé sans aucun problème. Ça conserve assez longtemps. Sinon dans du lait très bonne. Rincé. Voilà, ça c'est pour le pain en feta qui est absolument délicieuse. Pour le coup, on va essayer de découvrir quand même aussi l'âme de cette cuisine grecque. C'est vrai qu'on en a souvent une image un petit peu caricaturale, Christos et Constantin, le mezzé, les feuilles de vigne, les brochettes et les pâtes à la grecque. Bon. C'est évidemment bien plus que ça, la cuisine grecque, Constantin. C'est des mots qui fait-il dans ma tête. Ah bah oui, je sais bien. Feuilles de vigne, mezzé, tout ça. Oui. Ça vous énerve, hein? Ça m'énerve pas, non. Ça m'énerve. Oui, parce que finalement, c'est la caricature. De vigne, mais ça dépend comment. C'est la caricature. Mais voilà. C'est la caricature. D'où, finalement, depuis 20 ans, je n'ai jamais mis dans ma carte le mot mezzé. Oui, pourquoi? Mais pour ne pas faire l'association avec les mezzés qu'on trouve là. Par contre, il a fait de la moussaka. J'ai provoqué. En effet, oui. Et je vais faire un nouveau les mezzés. Ce sera pur mezzé, pur notos. Ça sera, oui. Et alors, racontez-nous donc, Constantin, comment est-ce que vous pourriez la définir, cette vraie cuisine grecque authentique? Une cuisine du légume, une cuisine de la mer, une cuisine de quoi finalement? Je pars comme départ finalement le dernier événement qu'on a fait, Pythagore. Ouais. Donc c'était un menu végétarien. Un menu végétarien. Parce que Pythagore c'était le premier végétarien, dit-on. Le premier végétarien, voilà. Oui. Mais permettez-moi de vous lire ce petit passage. Allez. Un peu de poésie ce matin. C'est qu'il disait Ovide, dans les Métamorphoses. Ouais. Non, voilà. Donc, cessez, hommes, de souiller vos corps de ces aliments coupables. Vous avez les moissons des champs. Vous avez des fruits qui font courber sous leurs poings les arbres des vergers. Pour vous, le raisin se gonfle et mûrit dans la vigne. Il est des légumes d'un goût exquis. Il en est d'autres qui le feront plus tendre et plus savoureux. Ni le lait, ni le miel que parfume le thym ne vous sont défendus. La terre prodigue vous offre ses plus beaux trésors et vous fournit des aliments qui sont du sang et des carnages. Je vais aller plus loin. C'est magnifique. Donc, voilà, en 2 mots, en deux phrases, la cuisine grecque. Ouais. C'est-à-dire et ça, je me suis rendu compte, j'ai pris une claque terrible. Lorsque j'ai fait cet événement-là, et j'ai dû faire abstraction de quelques produits,
aubergines, pommes de terre, Ah oui, poivrons, qui n'existait pas. tomates, Mhm. riz. On dirait finalement que cette cuisine vient des fonds des âges. Rien n'a changé. Le triptyque est là, l'huile d'olive, elle est là. La farine. La farine, le blé, céréales, le blé. l'orge, les légumineuses. Donc, une cuisine vraiment des produits du terroir. Mais donc la Grèce, la cuisine grecque part de la terre. Mais c'est ça. Ah oui, ben là, Ouais, on vient c'est de ça. l'entendre, Voilà. effectivement. Plus que de la mer ou Ouais. des animaux. Oui, Ouais. oui. Enfin. Donc, Vous êtes d'accord, là, Christos? Non, moi j'adore Constantin, je l'ai connu dans son premier restaurant. C'était il y a plusieurs années, il était tout petit, Il y a à 20 ans. Ixelles. Et ça m'avait frappé parce qu'il avait cette recherche de l'origine. C'est-à-dire qu'il avait cette préoccupation de se dire comment est-ce qu'il faisait avant et est-ce qu'il n'y a pas des choses à prendre de ces expériences-là. Et il essaie de transmettre ça. Alors moi, je ne l'ai pas étudié de la même manière. C'est-à-dire que moi, j'ai un peu baigné dedans, comme on dit, par mes parents et par mes voyages en Grèce. Mais pour moi, si je dois définir la cuisine grecque, ça restera toujours une cuisine de produits et de simplicité. Et là, malheureusement, le terme mezze a peut-être une connotation un peu plus négative parce que en fait, c'est pas des mezzés qu'on mange dans les restaurants, dans la plupart des restaurants. Le mezze, c'est une culture justement de la simplicité. Du partage. Et du partage. Où on picore, Et en fait. Exactement. Voilà. Et donc, pour moi, c'est un mot magnifique, le mezze. Mais oui. Parce que ça signifie partage, ça signifie simplicité, ça veut dire très peu de travail normalement par rapport au produit. Oui. Donc, le côté cuisiné n'est pas dans le mezze. C'est justement la possibilité de pouvoir goûter, en le travaillant le moins possible, un fromage, Un légume. Voilà, c'est ça. une légumineuse, et peut-être aussi des produits de la mer, parce que quand même, pour la cuisine grecque, en tout cas, ça dépend des endroits, C'est ça. effectivement, mais plus on est proche de la mer, inévitablement, plus il y aura des produits qui sont là, mais toujours cuisinés simplement. En fait, il y a deux problématiques. Il y a la problématique de la cuisine grecque, de la définition. Et c'est toujours très difficile de définir la cuisine d'un pays, parce qu'un pays est composé de plusieurs régions, de plusieurs strates. Mais il y a aussi autre chose, c'est la problématique de la cuisine une fois qu'elle est exportée. Alors, on peut C'est faire un un peu comme la parallèle. cuisine italienne, hein, Carlo. Exactement. Et Voilà. j'allais y venir. Il y a un petit parallèle à faire. Et là où, en Belgique, parlons que de la Belgique, la cuisine italienne a connu dans certaines adresses un vrai changement, parfois un peu agaçant, parce qu'on finit par croire qu'il n'y a plus que de la burrata et du lardo di colonnata dans les restaurants italiens, et ça se résume à ça, mais au moins c'est des bons produits d'origine avec une AOP et tout ce qu'on veut. Cette vraie transformation et cette connaissance de la part du public de l'existence de produits italiens qui étaient autre chose que des scampi et des escalopes, elle ne s'est pas tout à fait faite pour le monde de la cuisine grecque. Alors on a des personnages comme Constantin qui, dans leur niche extraordinaire, font un travail didactique merveilleux, mais qui touche forcément surtout la clientèle de Constantin et grâce à nous de temps en temps aussi nos auditeurs. C'est vrai. Mais cette véritable transformation de la connaissance, et c'est pas parce que les Belges sont allés en Grèce qu'ils en ont forcément ramené une vraie culture grecque. Donc, moi j'ai envie de dire, messieurs, c'est formidable, vous avez beaucoup de chance, parce que vous avez encore un boulevard devant nous pour Ça, nous c'est expliquer pendant encore 40 ans la cuisine grecque. Alors, Merci, Carlo. ce qu'on peut faire, c'est peut-être un petit peu parler de votre, par exemple, de ce que vous proposez à la carte, Constantin, Oui, si vous êtes mais- d'accord. Parce que je voudrais justement qu'on parle de tous ces produits que vous mettez à l'honneur. Par exemple, des courgettes rôties, concombres farcis au fromage de chèvre, lentilles, feuilles de vigne à l'orge perlée, raisins de Corinthe. Vous avez aussi des petites courgettes et pois chiches aux fines herbes, de l'asperge verte aussi aux œufs, des ravioles aux blettes. Ah oui, les blettes, c'est vrai qu'a priori, on l'associe pas forcément à la cuisine grecque. Et voilà. Et ce sont Et tous ces produits que votre terre produit justement, que vous mettez à l'honneur dans cette cuisine de votre restaurant. Hein. C'est bien exact. Encore une fois, voilà une carte où il y a simplement des associations cohérentes. Ouais. Légumes et puis légumineuses. Céréales, Donc, oui. céréales et protéines. C'est ça. Là, vous avez proposé, Constantin, pendant plusieurs semaines, au mois de mai notamment, vous avez proposé un menu végétarien. Mais même quand vous intégrez la viande ou le poisson, c'est toujours dans une démarche où c'est une des protéines qui est présente dans l'assiette. C'est Exactement. Oui. Et donc, c'est l'histoire de ce bœuf de Moustaine, notamment. Voilà. Oui. Alors par exemple, Donc- en pleine saison estivale, la courgette est à l'honneur chez le Belge. La courgette, comment est-ce que vous pouvez la cuisiner, par exemple? La courgette. Ah, c'est magnifique. Vous la découpez en fines lamelles. Ouais. Vous la scellez à la fleur de sel. Juste vous la passez à la farine. Vous la secouez. Vous la plongez Dans de l'huile d'olive. Vous la faites frire. Ouais. Et à ce moment-là, vous la servez avec une scordalia. Avec? Scordalia. C'est une sorte d'aglioli. C'est quoi? Une C'est quoi? aioli, une espèce Scordalia. d'aioli. Une Ah, espèce un d'aioli. aioli. Un aglioli, mais c'est association. Ouf. Courgette. Mais tu n'as pas aussi une recette avec des courgettes en fil lamelles comme ça, Oui. que tu fais cuire un peu avec du citron ou avec Si. voilà. Non, mais Oh. voilà une autre version. Des courgettes au four, en bâtonnet ou poêlées. Mm.
et vous préparez une sauce à base de menthe fraîche, ail, huile d'olive, citron et persil. Il y a une fraîcheur qui se dégage. Ouais. Et ça. Et là, j'imagine cette petite sauce même dans une salade de pommes de terre là pendant l'été. C'est ce que vous venez de dire là, avec la menthe. Alors etc. la scordalia, la pomme de terre, elle est écrasée. Ah, c'est écrasé. C'est écrasé. Ouais. J'ai une question. Il y a du vinaigre ou c'est interdit dans la scordalia? Non. Non, c'est pas interdit, mais normalement on le fait avec. Par contre, non, il y a une autre scordalia, une autre version, aux noix. Ouais. Aux noix. À ce moment-là, je fais avec le vinaigre. Donc noix, patate? Non. Mi-pain. Non. Ah non, que noix. Noix, huile d'olive, ail, et voilà, c'est bon. Et un peu de mi-pain, voilà. Mais là, ça se marie bon. très bien. Ouais. L'ail avec les noix, effectivement, ça se marie très très bien. Dites les gars, et là, on le mange. Et cet aioli, on le mange aussi avec un peu de poisson, donc de la morue par exemple panée. Ça l'accompagne et ça lui donne un goût vraiment très 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 bon. La brandade dans cette j'ai un malaise. Moi, je la fais la scordalia plutôt avec de la mie de pain qu'avec de la pomme de terre. Moi aussi. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre évidemment la recette. Hashtag Dipsos, hein. Évidemment. Non, mais justement, cette scordalia-là, elle peut aller vraiment avec des légumes. Magnifique. Avec des légumes frits, n'est-ce pas? Les poivrons, les aubergines. Est-ce que le poivron peut être frit, par exemple? Non. Oui, absolument. Oui, Donc comment, courgettes, Le poivron. poivron, voilà, brûlé, ça, le quelque poivron, chose de brûlé. le poivron. Mais pas le poivron avec la peau épaisse. Oui. Il y a le poivron très, très, très fin comme. Hein. Florine. Donc, De Florini, c'est ça. Des petits poivrons. Non, ça c'est le rouge. Oui. Le Florina, donc c'est rouge. Le poivron vert, moi je parle. Soit long, pour compte d'abondance. Hein. Eh bien, vous faites frire ça, l'huile d'olive. Oui. Donc vous découpez en petites tranches alors? Oui, on la met en tranche. On la mène, oui. Et puis sur cette huile-là, vous râpez une tomate qui est bien mûre, une tomate de thé, un peu d'origan, et vous replongez tout ça, vos poivrons là-dedans. Bon. Et même les aubergines, vous pouvez la faire comme ça. Bon, là je vais faire un malaise, et pendant le malaise, c'est la pub pour vous. Avant de terminer, juste deux petits mots pour le mésé. Oui. Christos l'a très bien dit. C'est comment pouvoir, comme il a défini, comment rester tête à tête avec des amis, autour d'une table. Sur le coude. Voilà, exactement. Sur le coude. Ça. Et donc, entamer la conversation avec 3 fois rien, un peu d'olive, un peu de feta, pouvoir tenir la discussion, se maîtriser, ne pas se jeter à la table, et ensuite rentrer à la maison pour dîner. Voilà, petite pause pub. Les amis, après c'est à vous, je vous promets. Constantin, la pub elle n'attend pas malheureusement. Petite pub et on se retrouve juste après. Bientôt à table. Soyons gourmands sous le soleil. Vous écoutez Bientôt à table, de la cuisine grecque, cuisine de la fraîcheur, du terroir, hein Carlo, avec nos invités Constantin Erinkoglou, chef du Notos, Christos Doulkeridis, auteur de cet ouvrage La cuisine grecque de ma mère à sortir tout prochainement en librairie, et Julien Hazard, notre fromager affineur. Constantin, on l'aura compris, en ce moment, on n'hésite pas à prendre de beaux légumes de saison, à les faire frire, à accompagner ça avec de magnifiques fromages, notamment grecs, la feta dont on vient de goûter là un morceau, ça s'associe parfaitement bien. Question qui nous parviennent d'auditeurs, si on veut faire un barbecue, la grillade dehors, comment est-ce qu'on pourrait l'imaginer à la manière grecque par exemple? Qu'est-ce qu'on pourrait y mettre? L'agneau, le bœuf, ça peut être. Hein. Oui. La viande, une bonne viande hachée. Oui. Vous travaillez, vous mettez un peu d'ail, toujours un peu d'oignon. Viande hachée d'agneau. Oui, hachée d'agneau. Avec de la menthe, etc. Menthe ou origan. Ah oui, d'accord. Soit l'un, soit l'autre. Et vous faites des petits saucissons, et vous faites griller ça, c'est top. Magnifique. Mais donc, viande hachée d'agneau, alors? Oui. Ça mélange. Moi, je fais un mélange. D'accord. Même le porc, qui est très bon, le porc, pour les grillades. Et quelle petite salade pour accompagner, par exemple, ces petites saucisses d'agneau? Une salade verte, quoi de meilleur? Avec quoi, du concombre? Une tomate, mais vraiment une tomate d'été, où vraiment son jus, rien que la fleur de sel et l'huile d'olive, et c'est tout. Il ne faut pas mettre de vinaigre sur la tomate. D'accord. Voilà. L'ultra simplicité, Christos. En ce qui vous concerne, un petit barbecue à la manière grecque. Mais si on veut rajouter des légumes, effectivement, on peut prendre un poivron entier, alors même les rouges ou les jaunes là, et on le laisse brûler pour que la peau soit vraiment se détache. Et puis alors, on enlève la peau, on se débarrasse de ça, et puis on récupère la chair du poivron. Et là aussi, simplement, on le met avec un peu d'huile d'olive et éventuellement, si on veut, huile d'olive. Ça, j'ai goûté chez toi, justement, Constantin, il y a 20 ans. Tu faisais ça, des petites lamelles de poivron, et puis avec une petite huile avec de la menthe, avec
Je pense que c'était quelque chose comme ça. Je vois ce qu'il dit. Non, tu te rappelles, c'était quoi? C'était le poivron rouge. Mais tu te rappelles, vous vous rendez compte, ça faisait 20 ans et je l'ai toujours là dans la tête. Poivron, c'était menthe. enregistré quelque part. C'était le poivron rouge qui est plein de vitamine C. Ouais. Alors, grillé, ensuite avec une sauce à base d'anchois, un peu. Non, pas cette fois-là. C'était pas ça. Non, c'était pas ça. Et capre. C'était plus léger. C'était vraiment. Alors, c'était une très bonne recette aussi, ce que je donne. Oui. Mais celle que j'avais goûtée, Avec elle de est plus la menthe. simple. Simplement huile d'olive, menthe ciselée comme ça. Et étonnant. Le goût est vraiment Parce que je n'aurais exquis. pas associé le poivron et la menthe. Mais on Mais pourrait vous aussi n'êtes pas associer. grec. Non, mais d'où l'intérêt de faire cette émission. Donc vous, Constantin, on pourrait mettre de l'anchois, donc. Bien sûr, non, vous prenez l'anchois, Donc vous poivron le grillé. hachez, Oui. vous le faites poêler légèrement Ouais. et c'est dissolve en quelque sorte dans l'huile d'olive. Ah, magnifique. Et vous rajoutez du goût un peu d'eau, de citron et capre. Oh. C'est parce Et que vous arrosez ça. on a en tête, en fait, dans les méthodes de préparation du poivron, quelque chose de plus amer ou de plus prononcé comme goût Oui. que quand on le prépare, comme je viens de le dire. Et alors, il est très, très, très doux. Vraiment, quand on enlève sa peau et que on le laisse un tout petit peu macérer avec l'huile d'olive et cette menthe, il y a une douceur du poivron et la menthe l'accompagne vraiment de manière très, 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 très Mais intéressante. n'ayez pas peur parce que votre poivron va vraiment être noir. Hein, donc c'est vraiment cramé. il faut enlever la peau. Il faut enlever la peau, bien il faut entendu. enlever. Voilà. Si on fait un barbecue, n'est-ce pas, avec alors ça c'est magnifique, il faut faire des aubergines. Mm. Cramer l'aubergine, prendre la chair. Ouais. Ah ouais. Ça sent le fumé. Vous mettez l'huile d'olive, vous mettez un peu de vinaigre, des noix si vous en avez, de l'ail, et même du yaourt, et même un peu de tarama si on veut faire une salade d'aubergine, en 9 ingrédients, voilà. Ça c'est top. Vous mettez un peu de feta dans un truc à aluminium. Et puis vous la laissez fondre aussi avec un peu d'origan dedans, tout simplement. Ouais. Et quand elle est bien fondue, vous la mélangez avec la chair de l'aubergine. Et là, avec ça, un peu de poulpe grillée. Ah, Christos, vous m'emmenez? Allez, on y va. Allez, emmenez-moi. Je Bon, pars le on 23. va quand même encore parler. Oh, et avec ça, on n'a même pas bu de vin. On n'a même pas bu de vin grec parce qu'il faut quand même dire, il y a quand même de très jolies productions en Grèce. Hein, Constantin avec de très très beaux cépages locaux. Moi, le seul que je connais, c'est le Saint-Georges en français. Je vais le dire en français. Aiorgiti. Voilà, c'est ça. Je trouve pas mal du tout ce cépage. Très très beau cépage, vraiment le propre au Péloponnèse. Ouais. Mais on a transplanté ces cépages au nord de la Grèce, qui donnent vraiment des vins excellents. Ouais. De plus en plus, on a répertorié 150 cépages autochtones. 150. Ouais. Ah oui, quand même. Énorme. Ouais. C'est-à-dire qu'on a quand même maintenant une quinzaine de cépages on travaille. Avant, c'était pas possible. À peine il y a 25 ans, finalement, les Grecs ont commencé à faire du très bon vin parce que finalement, les jeunes ont été allés en France et tout ça. Voilà. Ils ont appris. Donc, au départ, c'était faire... ils ont suivi la voie tranquille, sûre, à faire des cépages... Le Cabernet, les voilà. autres. Sauvignon, Et ouais. une fois finalement qu'ils sont installés, ils commencent à faire les recherches. Parce que ça coûte trop cher, une recherche. C'est ça. Voilà. Et ils arrivent aujourd'hui à faire la Sirdico, le roi du cépage des Cyclades, de la mer Égée. Le Xinomavron, le noir astringent, finalement, qui est un autre cépage qui domine la Macédoine ouest. Donc ce sont des vins qu'il faut... Vous êtes d'accord avec ça, ce Carlo a dit renouveau quelque chose tout à l'heure, c'est qu'il y a encore un potentiel de progression. Ouais. Il parlait de l'huile d'olive tout à l'heure, mais je pense que c'est vrai aussi pour le vin, qui est exceptionnel en Grèce. Et moi, je remarque que des jeunes générations, qui ne viennent pas spécialement des familles des grands maisons vinicoles, etc., sont en train de se lancer dans le qualitatif. Et veulent absolument pouvoir faire à la fois quelque chose de plus simple et de plus noble et de plus intéressant au niveau de sa qualité. Et je crois donc qu'on va avoir des miracles, des choses qui vont arriver, qui vont être encore beaucoup plus intéressantes au niveau des produits. Les vignobles grecs tant dans le vin que dans l'huile. Ah non, mais les Grecs ne disent jamais leur dernier mot d'ailleurs. Hein. C'est ça qui est formidable chez vous. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même en revenir à nos fromages, parce qu'on a parlé de la feta, qui reste le fromage emblématique grec, mais il y a bien d'autres. Il y en a bien d'autres. Quand on parlait tout à l'heure de petites croquettes avec un mélange de fromage plutôt fort, plutôt doux. Donc il y a aussi toute une gamme de fromages forts, hein, Julien Hazard, en Grèce. Mais donc justement, on parlait du vin, on parlait de l'huile d'olive. Dans le fromage, il y a encore beaucoup de potentiel aussi. C'est vrai que c'est pas facile pour nous fromagers d'avoir des fromages grecs autre que la feta. Ouais. C'est encore très difficile. Mais quand on voit le terroir qu'ils ont, quand on voit les brebis et l'utilisation du lait cru, ils pourraient avoir vraiment, et ils ont des très bons fromages, mais les avoir ici, c'est difficile. Donc,
En Grèce, surtout fromage au lait de brebis et de chèvre, hein, vu la Bien situation logique, géographique. Et puis, il y a la feta, et puis après, 2 autres grandes familles de fromages. Ce sont les fromages forts à pâte dure, pâte mi-dure. Moi, je connais le caseri. Caseri, par exemple. On m'a dit que c'était l'un des plus vieux fromages au monde, c'est vrai ça? Caseri. C'est un des Caseri, pardon. plus vieux fromages au monde. On fait ça en Thessalie, sur l'île de Mytilène et de Xanthi. C'est ça la géographie. C'est fait avec du lait de brebis, au moins 80%, et puis du lait de chèvre. C'est un fromage à pâte filée, type provolone. Donc c'est une technique à pâte filée. Comme la mozza en fait. Oui, mais alors raffinée. D'accord. Et donc, et donc ça a un goût, une texture souple, ça a un petit goût salé, saveur acidulée, et on utilise ça fondu, grillé. Mais... Sur un petit légume grillé, par exemple, ça pourrait être magnifique ce fromage-là, non? Mais c'est qu'il y a donc il y a les fromages à pâte dure, mi-dure, et puis après il y a toute une sélection de fromages qu'on appelle le fromage de lactosérum. C'est-à-dire? C'est la même technique que pour la ricotta, pour le brochou, que le sérac. C'est en fait, vu la grosse production de feta, il y a beaucoup de petits laits de brebis qui restent. Et donc, c'est recuire le petit lait. D'accord. Ricotta, c'est recuire. Et donc, c'est un fromage à lactosérum. Le lactosérum qu'on retire en produisant le fromage, on va le recuire et les dernières protéines de lait vont coaguler. Et on a un fromage. C'est par exemple le cas du manouri qu'on trouve beaucoup en grande surface, c'est ça? Et la mesitra. Voilà, mesitra. La top des mesitra, c'est la cuisine au mesitra, qui est un peu acidulée. Ah oui. Les Crétois font cette. Et ça, c'est vraiment la mesitra, c'est vraiment le petit lait de la feta et du kefalotiri. Mais vous pourriez manger ces fromages comme ça avec un petit morceau de pain. Oui. C'est surtout comme ça qu'il est. Parce qu'il y a 2 sortes. On peut avoir ou bien frais. C'est ce que moi je préfère parce que c'est vraiment comme du brochou frais, comme la ricotta. C'est bon. Salé, sucré au petit déjeuner. Et puis après, avec des petits fruits d'été, par exemple. Ils déjeunent très peu. Donc le petit déjeuner, c'est très simple. C'est un petit morceau de fromage comme ça, leur café, peut-être un petit biscuit. Donc c'est un peu comme en Italie, on déjeune pas beaucoup. Donc vous vous rattrapez mais c'est vrai après. que ces fromages-là, après par contre, Carlo, ça peut durer des heures. vous avez pris quelques kilos là, après votre voyage crétois, non? Pas du tout. C'est beaucoup marché. Non, c'est parce qu'il est bronzé, c'est ça fait beaucoup marché. Et donc voilà une très très jolie production. Donc peut-être pour découvrir ces belles productions, pas très connues, il faut bien le dire, il faut peut-être renouer avec nos fromagers aussi affineurs comme vous, Julien Zard, où vous allez en quête de toutes ces productions méconnues et ô combien succulentes. Donc, il y a aussi, je sais pas, le Gravert. En une minute. Aussi, Gravert, là aussi, il y a... Ça veut dire gruyère. C'est un hold-up. C'est un hold-up. Il y a l'histoire pour ça. Il y a 100 ans, un Grec est allé s'immigrer en Suisse. Donc il est retourné au pays. Il a, avec la méthode suisse, il a fait du fromage. Fait le fromage. Mais c'est souvent comme ça. Mais avec des produits. On arrive à faire la gruyère aujourd'hui grecque. Ça n'a rien à faire avec la gruyère suisse. Gravère. Mais pourquoi il est meilleur? Non, attendez, non. Il faut pas être avec prenons la Crète par exemple, avec 1200 plantes. Les herbes sauvages, n'est-ce pas, médicinales qui sont là. Comment voulez-vous que ce fromage ne soit pas bon? Évidemment, oui. Et même la viande, quand vous goûtez, Carlos a goûté, n'est-ce pas? Bien sûr. C'est agneau. Il a mangé des plantes n'est-ce pas, des montagnes, mais vous dites, vous mourrez après. Voilà. Mais reconnexion au terroir. Cette histoire de fromage, Graviera et autres, c'est l'humilité de la gastronomie. C'est qu'on s'auto-influence tous. Bien sûr. Parce que tous ces passages, toutes ces guerres ou tous ces amours déplacés et tout ça font en sorte qu'à un moment donné, on est influencé. Et c'est merveilleux d'accepter d'être influencé par les autres et d'influencer les autres. Je dois dire ça. La cuisine grecque, c'est une cuisine d'influence. Grec ancien, byzantin, ottoman, arabe, slave. Indiens, ils ont été jusque-là, ils ont rapporté des produits d'eux. C'est vrai, voilà. Et donc, on parle de mésès. Mésès vient du mot perse qui veut dire mésa, qui veut dire c'est le goût, le parfum. En grec, il est associé à tout ce qui est gourmandise. Il faudra une émission sur les métiers, parce que les origines du mot métier sont multiples. Voilà. C'est un mot qui existe dans l'arabe, dans le perse, en arménien et puis en grec. Mais on en capte bien l'essence. Voilà. D'où vient finalement ce métier est venu de Constantinople, avec 1,5 million de Grecs qui sont venus finalement après l'époque de l'Asie mineure, 1,5 million sur 5 millions d'habitants grecs. Donc ils ont inondé cette cuisine grecque, n'est-ce pas, du terroir, avec les influences orientales. Voilà, toute l'essence de la cuisine grecque. Je pense qu'on aura un petit peu cassé les clichés. Ça a été formidablement bien raconté par un chef
chef poète Constantin Rincoglou qu'on retrouve au Notos. Vous êtes ouvert tout l'été. Jusqu'au 20. Et vous m'avez dit que vous alliez créer très prochainement des petits pots à emporter à la maison. Ça va être formidable, un petit caviar d'aubergine. Et on va travailler le baiser. Attention, on vous retrouve, Christos, vous certainement en librairie dans les prochains Il faut que je termine semaines. ce livre. Oui, la cuisine grecque de ma mère. Sinon, vous allez poster sur le site lapremière.be quelques bonnes recettes, notamment les feuilletés aux épinards. Et puis Julien Hazard, on vous retrouve quant à vous à la fromagerie. Voilà. On est sur la rue Van der Kinderen à Uccle, région bruxelloise. Et puis sinon, si vous n'êtes pas là, allez chez vos fromagers affineurs. Il y en a de très très bons partout en Belgique. Voilà Carlo, la semaine prochaine, à jour J+1 de notre fête nationale, nous mangerons du belge. Des moules. Bien sûr. Et puis on va renouer avec nos tables, bien de chez nous. Vous savez, ces tables canailles qui mettent à l'honneur cette cuisine belgo-belge, qui est aussi une cuisine d'influence aussi. On en parlera la semaine prochaine. À suivre la météo, les infos. Et que du bon pour ce week-end. Salut les amis, ciao ciao. Vous pouvez écouter ou réécouter cette émission sur lapremière.be.